Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À mes enfants. Coup de gueule. Je suis Stéphanie Guilloux, mère de 7 enfants de 3 pères différents et chef d'entreprise dans le milieu médical. Je suis en colère. Ma colère est désespérée. Elle ne me quitte pas depuis plus de 10 ans. Elle s'adresse au système judiciaire français, elle s'adresse aux médias et à la politique qui se mêlent d'affaires privées. Je suis en colère également contre la plupart de mes avocats successifs. C'est l'incompétence et les abus des uns et des autres, et non ma prétendue culpabilité qui m'ont conduite là où je suis aujourd'hui. Je vis en Irlande, mais mon périple a été incessant. J'y suis exilée avec mes 3 enfants mineurs, hors espace Schengen, pour échapper à une décision de justice française qui me condamne à 1 an de prison et veut placer mes enfants en foyer, y compris le petit dernier, atteint d'une maladie grave qui nécessite ma présence constante. Et cela en violation d'un jugement luxembourgeois, qui aurait dû faire autorité et nous protéger, mes enfants et moi. L'homme qui me poursuit depuis tant d'années, depuis notre séparation, est le père de mes 2 avant-derniers enfants. Appelons-le X, les médias ont suffisamment mis son nom en lumière. Ce qui le fait courir de procès en procès depuis 10 ans? Son unique obsession de me voir en prison, et de m'arracher les enfants. Selon les premières enquêtes sociales dont j'ai fait l'objet dans le cadre de l'établissement du droit de garde des enfants, je suis une mère aimante et protectrice. Leur père, en revanche, est reconnu comme ultraviole, alcoolique, immature et incapable d'assumer ses responsabilités de père. C'est pourtant lui qu'on choisit de soutenir d'une part les médias, avides de coups d'éclat bien orchestrés, et d'autre part la chancellerie française, qui a vu dans cette affaire une opportunité de faire valoir son progressisme, tout électoraliste en faveur de la revendication des pères divorcés. La justice a fait de mon dossier un exemple, quitte à enfreindre ses propres lois, à une époque où le collectif des pères en colère alertait l'opinion publique et intimidait les juges à force de coups médiatiques spectaculaires pour dénoncer l'attribution systématique de la garde des enfants à la mère. La cause est parfois méritante bien sûr, face à certaines mères indignes. Mais quand le père est irresponsable, hyperviol et toxique, est-elle défendable? Mes amis m'ont soutenu, et m'ont affirmé qu'il fallait faire confiance à la justice. Ils ont eu tort. Désespéré par cette justice sourde et aveugle, et 10 années de procédure marquées par une ingérence politique et une partialité inouïe, j'ai quitté la France avec une simple valise et mes enfants sous le bras, dans la foulée d'une décision de cour d'appel correctionnelle confirmant mon mandat d'arrêt et 1 an de prison ferme pour non-présentation d'enfants. Mon pourvoi en cassation est en cours et 2 procès s'annoncent en France en dépit du droit européen. L'un pour le placement des enfants et l'autre suite au mandat d'arrêt. Je sais que la Cour européenne me donnera raison. Les avocats européens que j'ai fini par consulter me l'assurent et déplorent la manière dont a été menée ma défense depuis le début. Mais cela promet encore combien d'années de procédure? Et à leur issue, quel âge auront mes enfants? Il y a fort à parier qu'ils seront alors majeurs et dispensés de rendre visite à un père qu'ils redoutent et rejettent. Mais en attendant, je dois continuer à lutter, quitte à me mettre dans la position d'un paria, moi qui n'avais jamais eu affaire à la justice avant toute cette hystérie judiciaire. Comment a-t-on pu en arriver là? Comment la justice française a-t-elle pu auparavant m'emprisonner pendant 1 mois? Moi qui étais mère d'une famille de 7 enfants dont un petit dernier, âgé de 3 ans, dont le père est décédé? Comment est-ce possible malgré ce que prévoit l'article 145A5 du Code de procédure pénale? L'interdiction d'emprisonner le parent d'un enfant de moins de 10 ans, orphelin de l'autre parent, sauf en cas de crime de grande gravité? Ce n'est qu'une des anomalies désastreuses qui ont jalonné tout mon parcours judiciaire, comme autant de drames incompréhensibles, y compris de mes propres avocats. Ce long chemin de croix ressemble à un imbroglio kafkaïen. J'aurais préféré qu'il relève un peu de Ubu, mais il n'en a malheureusement jamais eu le tragi-comique. Le bonheur de mes enfants était en jeu, il fallait que je me batte pour eux, pour moi aussi. Il fallait que nous échappions tous à la folie de leur père. Ma situation actuelle est d'autant plus anormale que la justice luxembourgeoise m'a bien accordé la garde des enfants, et imposé à leur père un simple droit de visite en centre fermé. C'est cette décision qui, selon les règles de la justice européenne, aurait dû s'imposer, même en territoire français.
Elle sera maintenue tant que l'alcoolisme de X et son addiction au Subutex seront avérés, et tant qu'il n'aura pas donné la preuve de sa capacité à endosser ses responsabilités de père. Pourtant, tout a basculé un jour de février 2013 quand X est monté en haut de la cathédrale de Chartres pour brandir une banderole réclamant la garde de ses enfants, prétextant qu'il ne les avait pas vus depuis 10 ans. Les médias se sont empressés d'en faire un héros sans se soucier un seul instant, scrupule bêtement déontologique, de la véracité de ces affirmations toutes plus fallacieuses les unes que les autres. Alléché par le potentiel de cet homme exprimant avec un merveilleux pathos ses souffrances de père privé de ses enfants, et friand d'actions médiatiques, le collectif des pères en colère a relayé l'opération d'héroïsation et offert un porte-voix à cet homme hyperviol, alcoolique et immature. Ils en ont fait un représentant de la cause des pères. 8 mois de prison avec sursis pour coups et blessures sur ma personne prouvent la dangerosité de cet homme, ajouté aux nombreuses attestations produites pour ma défense depuis plus de 10 ans, de la main de mes propres enfants, de ma famille ou de connaissances. Je salue le discernement remarquable des médias et de cette association. Seule la justice luxembourgeoise a pris en compte le caractère dangereux de mon ex-compagnon, et évoqué dans ses décisions le harcèlement constant, durant ces longues années, de cet homme brutal et menaçant. Je me suis constamment battue contre tout cela. J'ai aussi lutté pour rester moi-même, quand tant d'avocats me conseillaient de faire profil bas. Quand les médias laissaient filer entre leurs lignes nauséabondes, cette accusation larvée qui désigne comme mauvaise mère une femme qui a le malheur de faire carrière. Suspecte je l'étais également, en tant que mère de 7 enfants sans homme à l'horizon. 7 enfants et pas un homme à ses côtés, rendez-vous compte. Suspecte ainsi d'être un peu irresponsable, de ne pas être capable de conduire ma vie et d'élever mes enfants. Inversement coupable également, de ne pas être cette femme au foyer archétypale, un peu démunie, faible et manipulable. Coupable aussi, et officiellement cette fois, d'instabilité sous prétexte de déménagement trop fréquent alors que bouger est inscrit dans mes gènes depuis ma plus tendre enfance, alors que j'ai déménagé tous les 8 mois avec mon mari et poursuivi ce mouvement, presque une transhumance vitale, une fois seule avec mes enfants. La nécessité vitale de nous soustraire au harcèlement de X m'y poussait également. J'étais donc difficile à cerner. Mère de 7 enfants parfaitement assumés, vivant seule par volonté mais aussi femme d'affaires tenant tête à la justice, rien ne collait. Je faisais une mauvaise victime pour les médias et la justice. Seules les personnes faibles, terrassées par l'adversité et promptes à courber l'échine font de bonnes victimes. Ne pouvant être victime, j'étais donc coupable. L'incompétence et le parti pris de la justice française, l'ignorance généralisée des avocats français sur le fonctionnement du droit au sein de l'Europe, et l'appétit coupable avec lequel les médias se sont emparés de mon affaire ont créé au forceps le déni de justice insensé que j'entends dénoncer à la veille de mon procès. Je tiens à mes enfants comme à la prunelle de mes yeux. C'est au fond tout ce que la justice française dévoyée auprès du politique et des médias peut me reprocher. C'est contre la justice française et contre les médias de l'époque que je veux faire entendre ma colère et mon indignation. C'est pour mes enfants que je me batte depuis tant d'années. Voici mon histoire. Un premier mariage et 4 enfants. En 1995, j'ai 24 ans et déjà 4 enfants au prénom enchanteur. Capucine, Camille, Émeric et Victoria. Mon premier mari et moi nous installons très tôt ensemble. Dès mes 18 ans, je donne naissance à mon premier enfant puis au second l'année suivante. À l'époque, je ne suis pas la femme que je suis devenue, sans doute à cause ou grâce aux épreuves, à la volonté qu'il m'a fallu déployer sans relâche pour faire valoir mes droits et défendre le bien-être de mes enfants. Peu confiante en moi, je suis mère au foyer mais je ne reste jamais désœuvrée. Je peins et je fais des études par correspondance. J'obtiens mes premiers diplômes. Un BTS d'action commerciale et un DU de gestion d'entreprise qui me permettront à mon tour de construire plus tard mes projets d'entreprise. Pour l'heure, j'accompagne la carrière de mon mari pour laquelle nous devons déménager très souvent. C'est d'abord Cachan, puis Cagnes-sur-Mer, Ventabren, Montpellier puis Paris. Nous séjournons parfois seulement 8 mois avant de repartir. 12 ans de mariage ont raison de notre histoire d'amour. Nous nous quittons d'un commun accord et je pars vivre à Chartres avec mes enfants. Malgré nos divergences sur la façon d'éduquer nos enfants, nos relations restent cordiales et sans conflit,
notamment concernant la garde des enfants qui se déroule sans accroc. Les enfants sont avec lui la moitié des vacances et un week-end sur 2. C'est toujours un déchirement pour moi d'en être séparé, mais je sais qu'ils sont en de bonnes mains. Rencontre de X à Chartres, 1999. À Chartres, je deviens comédienne et je monte un théâtre avant de passer à des missions dans la communication. Je vis la bohème mais sans la poésie. La vie est dure. Offrir à mes 4 enfants un cadre stable, un logement confortable, une vraie vie de famille est mon défi constant. 2 ans après mon arrivée, je rencontre X, ambulancier. Il est salarié et propriétaire d'une maison de famille. X est pourtant aussi un peu bad boy. Le genre d'homme que je n'ai pas croisé jusqu'à présent aux antipodes de mon milieu. D'ailleurs, quand mon père l'aperçoit pour la première fois, il tourne les talons sans dire un mot et me déclare plus tard : « Jamais je ne lui parlerai, jamais je ne l'accepterai. » Je l'accueille pour tendre ma vie, et nous nous installons tous les 5 dans sa grande maison en mars 2000. L'impératif de construire une famille est alors plus fort que mes autres inspirations. La première année, je pense pouvoir dire que tout se passe bien. Moi qui ai rarement voyagé, je découvre l'ivresse de partir loin et la liberté nouvelle et un peu coupable de laisser les enfants à leur père, leur grand-mère ou mon propre père. Les jours s'écoulent sans trop de heurts. Je frémis presque en y pensant car je sais maintenant que le serpent est tapi dans l'ombre. Je reste longtemps dans l'ignorance des dessous de sa nature borderline. Peut-être ne voulais-je pas les voir, peut-être étaient-ils indécelables. Peut-être dois-je reconnaître surtout que ce caractère avait une part attrayante. X est un charmeur, un beau parleur, un homme qui sait envelopper ses interlocuteurs de paroles enjôleuses, souvent brillantes. Il fait rire, il est amical, chaleureux et parvient à convaincre son auditoire avec une facilité déconcertante. Il brille dans la sincérité et sait jouer de l'émotion. Peut-être alors me racontais-je l'histoire qui me convenait. Voilà un homme différent qui m'ouvre à une vie nouvelle. Foutaise. Mes découvertes sont progressives. Je tombe d'abord sur des boîtes de Subutex. Intrigué, je le questionne sur leur usage. Il reste évasif. Je suis alors à l'hôpital de Dreux pour une mission en freelance dans la communication. Il m'est donc facile d'avoir une explication. Elle est inquiétante, c'est un traitement pour pallier le manque de drogue. Malgré ma clairvoyance, il nie dans un premier temps toute addiction à ce médicament de substitution. Puis il tient un autre discours. Ce n'est que temporaire, pour enfin m'avouer qu'il s'est autrefois drogué à l'héroïne. Mais très vite, j'apprends des enfants qu'il cultive du cannabis puis qu'il en vend. Ma méprise de longue durée explose alors à ma conscience. Comment ai-je pu être aveugle à ce point ? L'activité de vente de cannabis est tellement lucrative qu'il quitte son poste d'ambulancier pour s'y consacrer à plein temps, prétextant un problème de canal carpien. Il est vrai que les injections d'héroïne sur de très longues périodes abîment le canal carpien. Le début du cauchemar, 2001. À partir de la 2e année, il laisse aller crescendo ses penchants les plus sombres. Ils apparaissent d'abord par petites touches presque pardonnables puis deviennent récurrents. Très vite, je vis avec un drogué, doublé d'un alcoolique, qui laisse éclater sa noirceur. La violence physique et mentale fait irruption et s'installe pour ne plus me lâcher, pour ne plus nous lâcher. 2 enfants naissent en effet très rapidement, dans ce chaos. En novembre 2000, la venue d'Isolde déclenche pourtant une réaction inattendue de la part de X et qui s'avère bénéfique. Il est heureux et goûte au plaisir d'être père. Quand Théo naît en septembre 2002, sa réaction en revanche est inverse. X reconnaît dans cet enfant si petit son double chanceux et semble l'accuser de l'abandon dont il a été l'objet enfant. Ainsi, un jour, devant Théo qui marche à 4 pattes, X est submergé par l'émotion et se met à pleurer. Comment peut-on abandonner un machin comme ça, si petit et si fragile ? Il boit de plus en plus et la violence se répand toujours plus dure. Il a beau se dire responsable de ses propres enfants, il n'a aucun respect pour mes 4 aînés. Cela me raconte qu'il les oblige à cueillir et couper pour son compte le cannabis, sous menace de me dénoncer comme receleuse à la police. Il récolte jusqu'à 30 kilos de cannabis par an. Mes 6 enfants ont alors entre 2 et 8 ans. Pour les protéger, je mets fin à mon travail à l'hôpital qui me tenait éloigné d'eux dans la journée. Mon père me propose de prendre des responsabilités à distance dans l'entreprise familiale.
Je travaille dès lors à domicile. X m'accusera par la suite, via des médias complaisants, de lui avoir fait subir mon travail envahissant, et la présence pesante d'une employée perturbant l'espace familial, l'obligeant à s'échapper au bar du coin chaque jour. Voici quelles étaient, selon lui, les causes de notre séparation, s'ajoutant bien sûr à mon épouvantable caractère de sorcière. Sa violence s'adresse à tout le monde. Un jour, il invite une de ses anciennes amies et son fils du même âge qu'Emeric. Les deux garçons jouent dans le jardin, et le garçon demande innocemment ce que sont les plantes au fond du jardin. Convaincu qu'Emeric a dénoncé sa culture de cannabis, X l'attrape violemment par le cou, le soulève du sol et l'étrangle. Emeric devient bleu. Je crie, je lui bondis dessus mais je n'ai pas la force de lui arracher mon enfant. Par mes hurlements stridents, il réalise enfin qu'il est en train de tuer Emeric et finit par le lâcher. En contrepartie, il me roue de coups. Je courbe l'échine, j'attends que ça passe et je ne pense à rien, si ce n'est au soulagement de voir mon fils en vie. Autre souvenir lié au cannabis. Un soir, il surprend des gamins du quartier en train de voler sa marchandise. Fou de rage, il sort une arme à feu et les met en joue, le doigt fébrile sur la gâchette, un rictus mauvais au visage, incontrôlable. Je le supplie en pleurant de ne pas tirer. Tous mes enfants sont derrière moi, terrorisés, nous savons bien de quoi il est capable. Ces gamins ont l'âge de mes aînés. X passe la plupart de ses journées au bistrot du coin de la rue, avec ses copains. Il rentre alors souvent complètement ivre. Les paroles explosent, mauvaises, puis il casse tout pour un rien dans la cuisine, dans les pièces communes. Les humiliations, les insultes pleuvent. Et les coups. Poursuivons donc les exemples, tirés d'un quotidien qui en est la répétition plus ou moins dramatique, ab nauseam. Ma fille aînée Capucine en particulier, subit sa détestation. Il la tient systématiquement responsable de nos disputes. Lors d'une dispute, il commence à projeter les assiettes contre les murs de la cuisine, accusant Capucine de lui avoir dérobé son argent. Il a raison, mais à ce moment-là je ne suis pas au courant, et j'ose lui répondre. Il se jette alors sur moi pour me frapper en hurlant. Les enfants alertés viennent à mon secours. Capucine s'empare du pot en verre du mixeur, et lui assène un coup sur la tête pour l'obliger à lâcher prise. Il s'effondre. J'en profite pour appeler la police. Il se redresse, fulminant, et menace de me tuer. Je suis debout face à lui, les bras écartés, protégeant les enfants réunis derrière moi. Je le défie de me toucher en lui annonçant que la police arrive, profitant dans quelques minutes, ça ne sera plus possible. Il n'ose plus bouger. La police refuse de prendre ma plainte, parlant d'une simple scène de ménage, me disant que demain est un autre jour, et qu'il sera calmé. Elle l'envoie simplement chez son père passer la nuit. Certes, les policiers viennent à chaque fois que je les appelle au secours, mais ils me dissuadent systématiquement de porter plainte. Ma petite dame, ça ne va rien changer, ça sera même pire, me disent-ils. La vaisselle est cassée, les meubles renversés, X complètement saoul et moi. Défiguré, pissant le sang, mais non, les policiers restent à la limite de la désinvolture. Quand je finis par saisir des signes de connivence entre eux et X, je comprends qu'ils sont eux-mêmes clients de X, celui-ci ne dément pas. Trop satisfait de confirmer son pouvoir absolu sur moi, d'ajouter à mes tortures et de creuser ma terrible solitude. Les policiers de Chartres n'ont jamais daigné prendre la moindre de mes plaintes. Une autre fois, c'est un chantage au suicide en pleine nuit. Il met le fusil dans sa bouche et annonce qu'il va faire feu. À la moindre occasion, X me rabaisse plus bas que terre. Je suis une moins que rien, je suis nul, minable, j'ai détruit sa vie. Il se comporte avec les enfants et moi-même à la fois en homme omnipotent et en homme-enfant irresponsable, cherchant à se faire plaindre ou admirer. Un corps d'homme dans un esprit d'enfant violent et dangereux. Il sera d'ailleurs reconnu plus tard comme immature par les enquêtes ordonnées par la justice. La peur constante ajoutée à cette entreprise de dénigrement à mon égard se confortent mutuellement pour anéantir mes défenses et ma volonté tout entière. Ma démoralisation est un étau d'une force telle que je ne pense pas même être capable de prendre la décision de partir. J'en viens un jour à lui dire que la vie sur terre est un enfer, et que c'est dans les véritables enfers que m'attend le paradis. Ce calvaire quotidien, ces faits divers sordides que la plupart des gens déplorent, mais que nous vivions, nous, dans notre propre chair, ils sont connus de la police et dénoncés en justice à coups d'attestation.
Pourtant, ils ne seront à aucun moment pris en compte ni par les médias ni par la justice française. À aucun moment il ne sera dit qu'il mène son petit business, peu recommandable, à son propre domicile, et que peu recommandables sont ses visiteurs qui s'avèrent parfois aussi menaçants que X. Jamais il n'a été dit que cet homme nous persécutait. L'échappée, novembre 2004. Au bout de 5 ans de vie commune, X me frappe une fois de trop. Capucine sert de déclencheur salutaire en réveillant ma conscience pétrifiée. Elle m'explique que la vie dans cette maison n'est plus vivable, et qu'elle veut partir en pension. Je comprends brutalement que cette vie de famille est une illusion pour tous, et que, au contraire, j'offre à mes enfants l'enfer au quotidien. Ces paroles sont comme un coup de poignard. Capucine loin de moi, c'est un enfant que j'abandonne et c'est pour moi inimaginable. Jamais je ne choisirai entre un homme et mes enfants. Bouleversée, j'ouvre enfin les yeux et je mets fin brutalement à des années de tergiversation maladive. Profitant de l'absence de X, mon frère vient de Nice pour m'aider à boucler mes affaires et tout emporter en un jour. J'ai désormais mon propre appartement à Chartres. Mais le cauchemar continue. Il en faut beaucoup plus pour que X lâche prise. Un samedi, j'accepte qu'il passe 2 heures avec les enfants chez moi, à une condition pourtant simple et peu contraignante, qu'il reste avec eux à la maison, qu'il ne les emmène pas au bar. Je vais avec mes 4 autres enfants en voiture chez une amie, Nathalie. Elle nous accompagne au retour, et en arrivant au coin de notre rue, je vois X sortir du bar avec Isolde et Théo. Isolde vient à moi et grimpe dans la voiture mais X retient Théo. Je me gare en travers du trottoir pour lui faire barrage. Je descends de voiture, et j'essaye d'arracher Théo de ses mains. Nous sommes en plein combat de rue, la scène est terrible. 2 parents tirant à hue et à dia leur petit garçon. Je parviens à dégager Théo de son emprise, et à engouffrer mon petit dans la voiture. X devient fou, se jette sur moi, m'arrache les cheveux par poignées. Nathalie hurle, les enfants sont terrorisés. Assise au volant, j'ai les pieds coincés dans la porte qu'il referme violemment à plusieurs reprises sur mes chevilles, tout en me maintenant fermement la main sur le toit de la voiture. J'ai les chevilles en charpie. Je parviens enfin à démarrer et je pars en trombe. Nathalie m'enjoint d'aller porter plainte sur le champ. Elle pourra témoigner de la grande violence de la scène. Au commissariat, la police refuse une fois de plus de prendre ma plainte. Revenez nous voir si vous avez une interruption temporaire de travail, ITT, de plus de 8 jours. On m'accorde 10 jours de ITT. Forte de ce document et du témoignage de mon amie Nathalie, je retourne au commissariat où l'on me reçoit au bout d'un temps indécent. Et ô surprise! Non seulement les policiers décrètent qu'aucune poursuite ne sera engagée, mais celui qui m'entend a totalement tronqué et déformé mes propos. Je refuse de signer ma déposition. Suite à ce nouveau refus des policiers de prendre ma plainte, je fais appel à ma belle-mère, l'épouse de mon père. Elle connaît une femme haut placée, à la police des polices. Cette femme ouvre une enquête. Dans le cadre de l'enquête de l'Inspection générale des services, devenue IGPN Inspection générale de la police nationale, c'est-à-dire la police des polices, une gardienne de la paix exceptionnelle me prend en main et se bat littéralement pour moi. Grâce à ces démarches, je suis examinée par les services de l'hôpital de Chartres qui m'accordent 28 jours d'ITT. Ce long arrêt traduit mon état psychique, je suis dévastée. La condamnation de X à la prison janvier 2006. Le 18 janvier 2006, le jugement est rendu. X est accusé de coups et blessures et condamné à 8 mois de prison avec sursis pour coups et blessures. Enfin, je ne demande qu'1 euro de dommages et intérêts, fait rarissime si j'en crois mon avocate. La délivrance ? Toujours pas 2005. Afin de couper court à ces irruptions impromptues et agressives chez moi, je demande à X d'organiser son droit de visite officiellement. Mais il avoue ne pas se sentir capable d'accueillir les enfants. C'est sur mon insistance qu'il saisit enfin le juge aux affaires familiales, le JAF de Chartres. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.